Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce qu'on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Roche Holding? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, si cette compagnie vous intéresse, lisez vos rapports financiers parce que ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. De toutes les façons, avant d'investir dans une compagnie, même après le volet quantitatif, il faut absolument lire les rapports financiers parce que c'est la partie qualitative et c'est celle qui donne vie aux chiffres. D'accord? Donc ici, comme je vous l'ai dit, toutes les entreprises qu'on va étudier à partir d'aujourd'hui vont être classées par secteur d'activité. Donc quand vous allez aller sur la page de Top Invest, j'ai près de 290 vidéos ici. Donc parfois c'est difficile de se retrouver. Donc vous allez directement dans la playlist et dans la playlist, vous allez dans l'onglet secteur santé. Vous cliquez dessus et vous allez voir toutes les entreprises qu'on a étudiées qui sont dans le domaine de la santé. Donc ça, quand je dis domaine de la santé ici, c'est un mélange entre les compagnies pharmaceutiques, les compagnies de diagnostic, etc. D'accord? Donc, quand on arrive également sur cette page-ci, n'oubliez pas, j'ai également fait ceci. Quand vous allez sur la ligne à propos ici, vous allez voir juste en top à la fin ici au niveau des liens, il y a le lien Discord qui est totalement gratuit, ouvert. C'est un forum où vous pouvez discuter entre vous. Et également, vous avez la partie analyse de Top Invest. Donc, quand vous cliquez sur analyse de Top Invest, ça vous envoie sur une page Google Sheet. Donc, sur ce Google Sheet ici, vous avez toutes les entreprises que j'ai eu à étudier sur cette chaîne-ci. C'est pas encore terminé, c'est encore en phase de construction. Donc, j'essaie de rajouter toutes les entreprises tous les jours parce qu'il faut que je mette l'entreprise, la date de la vidéo, ainsi que je rajoute également la valeur de l'entreprise, etc. Donc ici, c'est déjà cette page-ci n'est pas encore assez complète, mais on commence petit à petit. Donc ici, vous pouvez déjà voir lesquelles des entreprises sont sous-évaluées ici selon l'analyse qu'on avait effectuée. D'accord? Donc, par exemple, ici, vous allez voir que AMC Network est sous-évalué parce qu'on avait attribué un prix de $112. $112 ici, alors que le prix, une valeur 112, alors que le prix actuel est de $30 à l'action. Donc, attention, ça ne veut pas dire qu'on l'achète, ça veut juste dire qu'on étudie l'entreprise également à notre niveau pour essayer de comprendre. On regarde déjà la vidéo pour voir où est-ce qu'on s'en allait tantôt ici et peut-être même dans cette vidéo on pourrait avoir des choses à modifier peut-être parce qu'entre-temps, peut-être que la situation s'est détériorée sur AMC, etc. Donc, ce sont des choses uniquement à titre indicatif. OK? Donc, quand on arrive ici sur Roche Holding, Roche, compagnie pharmaceutique ici, mais elle a deux segments, compagnie pharmaceutique et également, donc, c'est-à-dire que des médicaments et des médicaments sous prescription à vendre. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait la recherche et quand elle trouve quelque chose, elle les revend à un prix élevé, enfin, à un prix lui permettant de couvrir ses recherches et de faire du bénéfice, d'accord? Donc, n'oubliez pas ce genre de médicaments-là. Il y a toujours des brevets. Donc, les brevets prennent généralement fin. Donc, il faut regarder les médicaments qui donnent qui rapportent le plus d'argent à cette entreprise-ci et essayer de déterminer quand est-ce que ces médicaments se terminent, enfin, quand est-ce que le brevet se termine à la fin de la journée. Donc, ça ne veut pas dire qu'après, le brevet ne va pas trouver autre chose. Le nerf de la guerre ici, c'est surtout la recherche et le développement. Donc, quand une entreprise est assez grosse comme ça, elle peut non seulement faire de la recherche et de développement en interne, mais également faire des acquisitions de d'autres entreprises ici qui ont déjà trouvé quelque chose et où elle voit qu'il y a un potentiel à peu près. Donc, n'oubliez pas également que nous avons une entreprise ici qui a en fait, il y a trois types d'actions ici. Il y a une action qui est le ADR, donc c'est coté sur la bourse, c'est aux États-Unis, ça c'est le ADR, donc c'est $100 millions américains, ok. Mais c'est une entreprise suisse. Donc quand c'est une entreprise suisse, il y a deux actions en Suisse. Il y a le ROG, d'accord, qui est celui-ci, et il y a le RO. Dans le RO ici, ils appellent généralement ça le Bearer Share. Donc, je le prononce comme, voilà, je ne suis pas anglophone. Hein. Donc, vous allez voir ici, ça s'appelle le Bearer Share, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que ce sont les actions qui ont le droit de vote. Parce que quand vous achetez le ROG, vous faites partie des 86,8% qui n'ont pas de droit de vote. D'accord? Et quand vous achetez le Bearer Share, vous faites partie des 13,2% qui ont le droit de vote. Et votre droit de vote ici, quand on arrive à ce niveau-ci, encore dans le Bearer Share, vous allez voir qu'il y a 67,5% des gens qui détiennent cette entreprise-ci qui font partie de la famille. Je ne sais pas comment ils s'appellent, c'est la famille Hoffman. Ils sont nombreux, d'accord? Ils font partie ici du groupe. Le groupe, ils ont mis les actions en commun pour pouvoir voter en commun. Donc, cette famille-ci contrôle cette entreprise. Donc, à la fin de la journée, acheter le ROG, c'est mieux. Le Bearer Share ne vous apportera rien du tout. De toute façon, vous n'aurez même pas les moyens d'atteindre 1%. Enfin, je vous souhaite d'avoir les moyens d'atteindre 1% de toutes les façons. Donc ici, vous allez voir que il y a trois types de personnes. Il y a ceux qui sont dans le free float, donc ça, c'est vous et moi. Si j'achète le Bearer Share ici, je serai dans le free float, donc c'est-à-dire que voilà, je serai parmi ceux-ci. Dans la famille ici, on ne fait pas partie de la famille, vous et moi. Et ici, il y a cette personne-ci qui est Maja Oueri, qui faisait partie de la famille, mais qui a décidé de prendre ses actions à côté, machin. Donc, il y a toujours des problèmes comme ça au sein de la famille. Donc, s'il y a beaucoup de dissensions au sein de la famille, quelqu'un pourra racheter cette entreprise. C'est sans doute la raison pour laquelle Novartis a revendu ses actions ici, parce que voilà, c'est compliqué de faire l'acquisition de cette entreprise. Donc, ici, c'est le ROG dont je parle, et c'est celui qui est coté en Suisse, ok? Donc,
Alors, quand on arrive sur cette entreprise, si vous savez que notre analyse est toujours basée, on recherche le revenu, donc stabilité des revenus, croissance des revenus, free cash flow, PER moyen, dette nette et qualité de dividende si dividende il y a. Donc, au niveau des revenus ici, actuellement, vous pouvez regarder ici que nous avons des revenus à peu près de 62 milliards de francs suisses, 62,8 milliards de francs suisses ici. Quand on va regarder par rapport à ce que pensent les années cette année-ci par rapport aux revenus actuels estimés, d'accord? Donc, nous avons ici à peu près des revenus estimés de près de 63 milliards 740. OK, on va le prendre ici, 63 milliards 740 comme revenu estimé de cette année-ci pour la fin de l'année 2022. Quand on regarde au niveau de la croissance ici, au niveau de la croissance des revenus ici sur les 10 dernières années, nous avons des revenus qui sont croissants de 3,97%, d'accord? Sur les 5 dernières années, on a 4%. Et sur les 3 dernières années, on a 3%. Attention, le Covid étant passé par là. Avant le Covid, on avait une croissance des revenus de 2% sur les 10 dernières années, 5% sur les 5 dernières années et 6% sur les 3 dernières années. Donc, le Covid a à peu près ralenti les choses, mais on est sur une entreprise qui arrive à se maintenir. On a une croissance à peu près de 3-2% par là. C'est respectable, surtout quand on arrive dans ce genre de compagnie ici assez mature. OK? Donc, ça, c'est correct. Donc, au niveau de la croissance, si je prends 0 juste pour... Voilà. Si je devais choisir la croissance, je vais prendre 2% ici. Mais de toutes les façons, mec 2% si ça ne vaut rien de toutes les façons, tant que je ne lis pas ce que pense le management. Et je vous dis que c'est assez compliqué d'estimer ce genre d'entreprise ici, parce qu'entre les brevets qui arrivent à expiration, entre les nouveaux médicaments potentiels, donc c'est compliqué, entre l'augmentation des prix, etc. Donc le revenu ici, croissance de revenu ici peut être que dû à l'augmentation des prix, ou à l'augmentation des volumes, ou au mix des deux. Donc dans tous les cas de figure ici, tout ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Compagnie pharmacie, on a un segment pharmacie, on a un segment diagnostic. Je préfère le segment diagnostic par exemple parce qu'il est plus stable à la fin de la journée. Donc, dans tous les cas de figure, je ne suis pas là pour faire la préférence ici, donc on parle d'entreprise en général. Donc, au niveau des free cash flow, alors je recherche des free cash flow ici à peu près stables. Ok, je ne veux pas investir dans une entreprise qui a des free cash flow de 10% ici aujourd'hui et demain 20%, après-demain 3%. Donc je veux la stabilité avant tout. Quand je regarde ici en termes de stabilité, nous avons une entreprise en 2012 qui avait 27%, 13, 27%, 14, 26%, 15, 23%. Donc ici, en date d'aujourd'hui, on est à 26% en moyenne. Donc on est en période de Covid, on était à 20%. Donc on est à 26% en moyenne sur les dernières années, d'accord? C'est la moyenne, à peu près, d'accord? Je ne cherche pas la précision. Donc, vous pouvez mettre 26,16% si vous voulez, mais je recherche la moyenne ici. Je peux même mettre 25% à la fin de la journée. Je n'ai pas envie de surpayer parce que je sais que c'est au moins 25%, c'est au moins 26%, c'est au moins 20%. OK? Donc, en disant même 20%, je ne surpaye pas, mais 6%, ça peut faire une énorme différence. Même 1%, ça fait une énorme différence. Donc, quand vous regardez ici au niveau des bénéfices nets ici, les bénéfices nets ici sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années sont de 20% en moyenne, mais je compare les bénéfices nets au free cash flow. Cette entreprise a tendance à avoir des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, d'accord? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, je vais prendre 26% ici, d'accord? On met 26%. OK? Et ce 26%-ci, il faut également voir qu'est-ce que le management pense par rapport aux marges futures. C'est très, très important. Si on prend juste le 26% ici, alors qu'on n'a pas lu les rapports financiers, on décide d'acheter l'entreprise, alors qu'au sein des rapports financiers, on vous mentionne que les années à venir, vu qu'on va faire des investissements, on pense que la moyenne des marges ici, ça sera plutôt 20%, vu qu'on a peut-être fait l'acquisition de cette entreprise. Donc, faites attention. Faites très, 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 très attention. OK? Au niveau de la croissance des revenus, questionnez la croissance. Est-ce que c'est de manière organique? Est-ce que c'est dû à des acquisitions? C'est aussi important de regarder cela. Donc, en termes de PER moyen, vous allez constater que les PER moyens sont aux alentours de 20, 22 fois les bénéfices ici. Sur les 5 dernières années, on en a 21 fois les bénéfices ici, d'accord? Et bon, on va prendre ici 20, 22, 25, ok? Donc, de toutes les façons, j'ai une préférence pour 20 fois les bénéfices. Et n'oubliez jamais qu'en période d'augmentation des taux d'intérêt, les multiples ont tendance à diminuer. Mais bon, ce n'est pas pour toutes les entreprises, d'accord? S'il y a une entreprise qui s'échange à 25 fois les bénéfices, peut-être que maintenant, elle va s'échanger à 20 fois les bénéfices, ou bien moins que ça. Le futur est incertain. C'est la raison pour laquelle je recherche toujours à acheter une entreprise avec une marge de sécurité supplémentaire. On va y revenir tantôt. Au niveau de la dette nette, ok, généralement, ce n'est pas une entreprise qui a beaucoup de dettes ici. Surtout que la dette en question, en date d'aujourd'hui, est due au fait qu'elle a racheté les actions que Novartis détenait. Donc, elle s'est endettée pour pouvoir acheter ces actions-là. Mais c'est une dette à court terme, généralement. Donc, vous allez voir ici, donc c'est pas cette partie-ci. Donc, vous allez voir dans les rapports, par exemple, ici, sur l'UCC, on nous mentionne qu'on a à peu près 22 milliards de dettes nettes ici. Donc, je vais prendre 22 milliards de toutes les façons. On ne s'éloigne pas de la valeur ici. Juste pour faire simple, d'accord? Vous pouvez également aller voir sur Yahoo Finance, mais toujours aller regarder au sein des rapports financiers pour avoir l'information, la véritable information. OK? Donc, je mets 22 milliards ici pour la dette nette. Au niveau de la qualité du dividende, actuellement, on verse un dividende de log de 2,80% ici, c'est correct. Nous, ici, ce n'est pas une affaire de croissance du dividende ici depuis X années. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que le dividende actuellement payé est au moins stable.
Premièrement, d'accord, on va le comparer par rapport au free cash flow parce que c'est avec les free cash flow qu'on paye les dividendes, c'est avec les bénéfices, c'est avec les free cash flow qu'on rachète les actions, c'est avec les free cash flow qu'on fait des acquisitions. Donc le dividende ici n'est qu'une question d'allocation du capital. Quand on regarde même ce dividende-là depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'il nous donne ici, d'accord? Ici, alors ce dividende, donc on va juste fermer ça, tac, tac, tac et tac, d'accord? Le dividende est croissant depuis plusieurs années ici, c'est correct, donc on a tendance à distribuer ce dividende. Il représente à peu près de 7 à 8 milliards ici en date d'aujourd'hui. Or, on a des free cash flow qui sont aux alentours d'une quinzaine de milliards ici, donc on a les moyens de payer le dividende. Donc le dividende ici nous prend à peu près la moitié de nos free cash flow ici. Donc on va y revenir tantôt à la fin de la vidéo, donc je vais déjà parler ici de la valorisation de l'entreprise. Ok, donc on a une valeur, on va aller calculer ici combien est-ce que ça nous donne, ok, parce qu'on a toutes les informations nécessaires. Premièrement, on a nos PER 20, 22, 25, donc c'est PER ici c'est free cash flow. Au niveau des free cash flow, je vous ai dit ici que le revenu actuel est de 63 milliards. Le revenu estimé en date pour la fin de cette année, c'est 63 milliards 740. On a vu également que ce revenu-là a tendance à croître également de 2% et il sera peut-être plus élevé que le revenu de l'année précédente. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ici? 63 milliards, 63,74 ici, multiplié par 0,26, donc 26% de ce montant-là, ça représente combien? 16 milliards 524, d'accord? On met ici 16 milliards 524, boum. 16 milliards, ici 16 milliards 524. Ok, donc on vérifie encore une fois, est-ce que c'est bien vraiment ça? 16 milliards 500, excusez-moi, voilà, j'ai fait une erreur. 16 milliards 572, ok? C'est important. 16 milliards 572, toujours double-checker l'information. 16 milliards 572. OK. Donc, à 20 fois les bénéfices ici, ça fait moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, 386 francs suisses. À 22 fois les bénéfices, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, 427 francs suisses. Et à 25 fois les bénéfices, moins la dette nette, 489 francs suisses. OK? Donc, moi, je vais me situer à 20 fois les bénéfices, donc aux alentours de 386 francs suisses. OK? Donc, on se dira qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise est sous-évaluée, légèrement sous-évaluée, on va le dire comme ça. Si on prend en considération une croissance des revenus de 2% dans les années à venir, peut-être qu'on aura une opportunité d'investissement. Mais enfin, on aura peut-être une marge assez élevée par rapport au prix. Donc, par exemple, je peux le faire ici de tête, hein, juste pour faire rapidement ici. Donc, 1,02 exposant 5, donc croissance de 2% sur les 5 prochaines années. Ça représente multiplié par le revenu ou bien multiplié par le bénéfice, le free cash flow actuel. Il faut le multiplier par 1,10 ici. Donc, quand je fais ici multiplié par 16 milliards 572, ça me donne ici aux alentours de 18 milliards 296. Donc, je vais l'arrondir à 18 milliards 300 pour faire simple. On va mettre ici 18 milliards 300, d'accord, à 20 fois les bénéfices. Ça me donne ici à peu près 429 francs suisses l'action. OK? Donc, on va se dire ici que sans croissance, à 20 fois les bénéfices, ici avec une marge de 26% sur un revenu à peu près de près de 63 milliards, près de 63 milliards 740 ici, on a à peu près une valorisation aux alentours de 386 francs suisses. OK? Donc, ce qui représente une décote de 16% ici. Si on a une croissance de 2% sur les 5 prochaines années, d'accord, tout en état linéaire, bien sûr, avec des marges stables, 26%, avec à peu près la même dette nette ici, d'accord, et le même nombre d'actions, on aura à peu près une valorisation aux alentours de 429 francs suisses l'action. Donc, c'est de dire qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise n'est pas surévaluée. Elle est correctement évaluée. Techniquement, avec le risque que nous on choisit de prendre, vous savez que sur Top Invest, à la fin de la journée, moi, je ne vais pas acheter l'entreprise en date d'aujourd'hui. Je trouve que la décote n'est pas substantielle à mon goût, mais je peux également me tromper dans le sens où elle peut avoir un blockbuster qui va arriver ici et qui va peut-être représenter une grande partie des revenus ici. Donc, peut-être qu'elle va peut-être trouver un médicament contre le cancer. D'accord, on ne sait jamais, qui guérit, des choses comme ça peut arriver. C'est tout ce qu'on lui souhaite ici, hein, de toute façon. Donc ici, je pense qu'elle peut trouver un médicament pareil parce que je pense qu'elle se concentre plus dans ce segment-là. Donc, si elle trouve un médicament dans ce sens-là, sachez que ça va être un home run ici. Donc, ça peut être important de lire les rapports financiers et de surveiller ici à peu près les recherches en cours présentement. Donc ici, si je devais acheter cette entreprise en date d'aujourd'hui, estimer que voilà, on n'est pas de médicaments waouh dans les années à venir. Donc on peut se dire que mon prix idéal sera 240 francs suisses là, d'accord, aux environs de 240 francs suisses ici. Donc ça c'est mon prix, hein, parce que moi je cherche à battre le marché, je ne cherche pas à avoir comment on peut ça faire la même performance que le marché. Je veux battre le marché à long terme, ok? C'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je suis toujours exigeant par rapport à mon coût d'acquisition. C'est très important pour moi, c'est même déterminant. Oh, enfin,
quand je dis déterminant, à 50%, parce que l'autre 50%, c'est la qualité de l'entreprise, d'accord? Si l'entreprise n'est pas qualitative et que les chiffres sont bons, je vais pas y investir parce que je veux les entreprises de qualité avant tout, parce que ça me garantit une certaine stabilité dans mes marges, ok? Donc, quand on regarde également ici, en termes de dividendes, ici, si on vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, quel est le rendement que vous allez avoir? Donc, je prends les 16 milliards 772 ici qu'on avait, je divise ça par rapport à la capitalisation boursière ici qui est de 326 milliards de francs suisses, donc divisé par 326, ça donne ici à peu près 5% de rendement, ok? C'est-à-dire que si Roche était un immeuble et que vous achetez cet immeuble ici à 326 milliards et que cet immeuble-là vous distribue à peu près 16 milliards par an en termes de free cash flow, vous aurez un rendement de 5%. D'accord? 5% de rendement. Donc maintenant, si on prend en considération la croissance, etc., et on a dit ici qu'on aura à peu près des revenus, on pourra avoir à peu près des free cash flow de 18 milliards 300, ok, sauf surprise. Donc divisé par le prix actuel, par la capitalisation boursière actuelle, ça nous donne à peu près un rendement de 5,61%. Également, on n'est pas très loin. Donc ce qui veut dire que le prix actuel, par rapport au dividende actuel, le dividende actuel, il est safe parce que le rendement actuel est juste de 5, maximum potentiel est peut-être de 5%, alors qu'on distribue un dividende ici qui est de 2,80% ici par rapport au prix actuel. Donc, à la fin de la journée, ce dividende-là, il est safe. C'est une belle entreprise. Le prix n'est pas élevé en date d'aujourd'hui. Pour moi, je ne considère pas ça comme une opportunité d'investissement, sauf surprise. D'accord? C'est la raison pour laquelle il faut lire les rapports financiers. Si vous possédez cette entreprise aussi, dépendamment de vos prix d'acquisition, voilà. Pour les adeptes, par exemple, du DCA, il faut faire du DCA quand l'entreprise est sous-évaluée, d'accord? Ou bien quand elle est correctement évaluée et non quand elle est surévaluée, d'accord? C'est important. Donc, je ne suis pas un adepte du DCA parce que je veux toujours évaluer mes entreprises. Donc, on n'achète pas une entreprise bêtement, il faut le faire sur faut faire du DCA sur des index, par exemple, ou bien sur des ETF et encore des ETF de qualité. Donc, ici, on se dira ceci. Nous avons peut-être une opportunité d'investissement, mais ça dépend des marges futures. Ici, je vois que le forward PE est environ de 15 fois les bénéfices ici. Pour l'année prochaine, je ne sais pas qu'est-ce qui est inclus dans ce forward PE-là. Peut-être qu'il y a un médicament qui va se vendre de manière substantielle ici. Donc, il faut prendre ça en considération ici. C'est une indication ici, par exemple, que le marché est optimiste par rapport aux bénéfices futurs. Parce que si je divise ici 329 francs suisses divisé ici par 16 fois les bénéfices, d'accord, par rapport aux bénéfices attendus l'année prochaine, ça représente à peu près 20 francs suisses par action. Si je multiplie par rapport au nombre d'actions actuelles, tout en sous-entendant que le nombre d'actions ne diminue pas, on a 800 millions d'actions ici. Donc, si je fais fois 800 millions ici, d'accord, donc l'année prochaine, on s'attend à peu près à avoir 16 milliards 450 par rapport, qui représente à peu près le free cash flow de l'année prochaine. Donc, on n'est pas loin des free cash flow estimés ici dans notre analyse ici. Donc, à la fin de la journée, c'est pour ça que je disais qu'on n'est peut-être pas sous-évalué ici aujourd'hui. On n'est peut-être pas surévalué ici aujourd'hui. On est correctement évalué. Donc, on se dira que ce n'est que mon avis ici. Vous pouvez avoir un avis totalement différent par rapport à cette compagnie-ci. Donc, faites vos propres recherches. Toujours lire les rapports financiers en profondeur avant d'investir dans une entreprise. On n'investit pas uniquement en se basant sur les chiffres. Et si vous investissez en vous basant sur les chiffres, vous êtes en train de spéculer. Si vous êtes d'accord avec ça, tant mieux. Et également, quand vous investissez dans une compagnie, si la valeur que vous avez trouvée est $329 et que cette valeur-là, vous vous assurez il y a de grandes chances que ça puisse être atteint, achetez-la avec une décote substantielle. Moi, la décote que je favorise, généralement, c'est 50%. Donc, si j'évalue l'entreprise à $400 l'action, je vais l'acheter à $200. Et vous serez étonné que les entreprises, généralement, j'ai souvent des occasions d'achat. Donc, c'est pour ça que je n'achète pas beaucoup d'entreprises chaque année. Généralement, quand une entreprise me propose un prix d'acquisition important, c'est peut-être parce qu'il y a un problème, peut-être parce qu'il y a un problème présentement. Et mon rôle est de savoir, est-ce que le problème est durable au point où ça pourrait impacter les marges bénéficiaires de l'entreprise pendant une longue période de temps, ou bien c'est temporaire? Sur le plan de Disney, par exemple, c'est temporaire. D'accord? Le marché, généralement, c'est quelqu'un qui a une vision. Si on le prend, il a une vision à court terme. Il n'est pas là pour le long terme. Le marché réfléchit à court terme. Moi, je suis là pour réfléchir à long terme. C'est-à-dire que quand on me vend du Disney aujourd'hui parce que voilà, les parcs sont fermés, Disney investit massivement dans le streaming, Disney a coupé son dividende. Moi, personnellement, je vois ça comme une opportunité d'investissement. Mes yeux brillent. Parce que la question que je me pose, c'est de savoir est-ce que Disney va revenir à la moyenne qu'on a connue dans le passé? Si la réponse est oui, il y a de grandes chances que ce soit le cas parce que c'est en termes de probabilité. Pourquoi est-ce que ça sera le cas? Parce que Disney a un bon catalogue, Disney va développer, également ils vont investir massivement dans le streaming et le streaming également ici, il y a de la place à se faire. Donc même si en vendant même des abonnements à $10 à l'action, à $10 par mois,
elle pourrait toujours devenir rentable parce que la plupart des films qu'elle va proposer sont des films qu'elle a déjà produits elle-même, qui ont déjà été rentabilisés par exemple au cinéma et qui pourraient avoir une seconde vie au cinéma. D'accord? Dans un service de streaming, notamment avec Marvel. Allez lire l'acquisition sur Marvel. Donc, c'est pas une vidéo pour parler de Disney ici. C'est une façon de vous montrer à peu près comment est-ce que je réfléchis. Donc, généralement, c'est pas le prix de l'action qui m'intéresse, c'est la valeur de l'action qui m'intéresse. Et la valeur dépend de la capacité de l'entreprise à pouvoir dégager des flux de trésorerie libres dans le temps. Prenez toujours l'exemple de l'immeuble. Si on vous vend un immeuble ici aujourd'hui et que vous vous rendez compte qu'en achetant cet immeuble-ci, en faisant 2-3 petites rénovations, je pourrais doubler les loyers ici. Techniquement, le prix d'acquisition ici pourrait peut-être être intéressant pour vous. Parce que vous réfléchissez à long terme. Vous ne regardez juste pas ce qui est présent ici aujourd'hui. Vous n'achèterez jamais une entreprise qui n'a pas de problème. Jamais. Et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que le problème est temporaire ou il est durable? C'est tout. Et pour avoir réponse à cette question, il faut lire les rapports financiers. D'accord? Deux personnes ne peuvent pas avoir le même avis. Il y a des gens qui sont plus pessimistes que d'autres. C'est difficile de rester optimiste quand on investit. Mais il ne faut pas être trop optimiste, il ne faut pas être très pessimiste. Il faut chercher un juste milieu. Et ça, c'est là où les investisseurs à long terme, c'est là où c'est la partie la plus compliquée à faire. Donc, c'est pour ça que faire une évaluation d'entreprise, généralement, ce n'est pas une science exacte, c'est de l'art. Ce n'est pas une science exacte. On peut avoir les mêmes chiffres, mais on aura un raisonnement totalement différent. Donc, n'allez pas juste regarder les chiffres ici parce que c'est 50% du travail. D'accord? Donc, on va se dire ici que Roche, opportunité d'investissement, mais selon les conditions que je vous ai décrites ici. Donc, n'oubliez jamais, faites vos propres recherches. Excellente compagnie qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, abonnez-vous massivement et portez-vous bien. Merci.